Et j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Philippe Lerouxvillois, professeur associé en économie à l'ENSAIA. Bonjour et Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais être brute de décoffrage, faut-il manger bio? Bah oui, je pense que oui. Moi, je m'intéresse dans mon métier à la question du développement durable. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est faire du développement durable? Qu'est-ce qui est durable? Et je pense que le bio, il a un intérêt premier sur le plan environnemental, c'est que il joue premièrement sur deux aspects prévention des pollutions, donc pollution des nappes phréatiques par les nitrates, pollution par des résidus de pesticides. Il a aussi un impact positif sur la biodiversité, puisque les pratiques des agriculteurs biologiques, c'est d'utiliser des races plus rustiques, de faire des mélanges d'espèces, de travailler le sol pour préserver la biodiversité du sol. Donc, on a un impact positif sur la biodiversité. Ça, c'est au niveau environnemental. Mais quid de l'impact sanitaire? Est-ce que le bio est bon pour nous? Alors, principalement, en fait, les études qui sont faites sur les impacts sanitaires du bio, elles montrent que ça participe du principe de précaution. C'est-à-dire qu'en fait, dans la nourriture bio, on va trouver moins de traces de pesticides et moins de traces de nitrates. Mais on peut en trouver quand même? Alors, c'est beaucoup moins. C'est beaucoup moins que dans l'agriculture conventionnelle. Dans l'agriculture conventionnelle, il y a des règles. Alors, les pesticides, j'ai quand même rappelé ce que c'est les insecticides, les fongicides et les herbicides. Donc, ils sont utilisés de manière assez systématique dans l'agriculture conventionnelle et drastiquement éliminés dans le bio. Donc, on va retrouver une réduction très forte des résidus de ces molécules chimiques dans la nourriture bio. Ça, c'est vrai. Donc c'est quand même mieux de manger bio que de manger des légumes non bio. Alors, après, la question, mais ça, la science n'a pas encore répondu de manière très précise à tout ça, c'est que dans l'agriculture conventionnelle, il y a des pratiques qui limitent les résidus de pesticides. Donc, on a des doses maximales autorisées de contenu en pesticides. Voilà. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est l'effet d'accumulation dans l'organisme. C'est pour ça que je parle de principe de précaution. C'est-à-dire, aujourd'hui, on dit on va respecter des seuils, donc on considère que ce n'est pas nuisible à la santé humaine. Mais par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est l'accumulation dans l'organisme, la répétition de doses de faible importance. Qu'est-ce que ça produit dans le temps? Voilà. Alors, les consommateurs, ils peuvent être inquiets. C'est vrai qu'il y a... on a, par exemple, chez les agriculteurs des maladies professionnelles qui sont liées à l'application des pesticides dans les champs. On sait maintenant, on met en avant quand même que les dosages en nitrate des légumes, par exemple, peuvent être mauvais pour la santé à long terme, enfin, etc. Donc, je dirais, aujourd'hui, scientifiquement, on n'a pas de certitude absolue sur l'effet néfaste sur la santé des résidus de pesticides et de nitrates. Par contre, par principe de précaution, compte tenu de l'effet potentiel que pourraient avoir des doses répétées, on peut très bien, quand on a un consommateur, vouloir éviter ça. Quoi, Bien sûr, voilà. parce que j'ai lu qu'une étude de 2009 stipule que sur le plan nutritionnel, c'est-à-dire l'apport en vitamines, en fer et en minéraux, les produits les produits bio ne sont pas spécialement meilleurs que les produits conventionnels. Non, il n'y a pas de grosse différence. On a pu constater, alors, parce que souvent, ce qui est associé aussi à l'agriculture bio, c'est des pratiques moins intensives, notamment dans l'élevage. Donc, on peut constater, mais également dans la production maraîchère, par exemple, on peut constater sur certaines études, quelquefois, que certains nutriments sont plus présents, par exemple des vitamines. On met en avant quelquefois aussi les polyphénols qui sont bons pour la santé, mais c'est pas systématique. On n'a pas de choses très précises et très patentes sur le plan scientifique sur une différence dans la qualité nutritionnelle du bio. Ouais. Alors le bio est plus sain, principe de précaution, on l'a bien compris. Reste que l'agriculture bio utilise du sulfate de cuivre, pardon, du soufre. C'est vrai ou c'est faux ça? Oui, c'est vrai. Et dans quoi? C'est principalement en arboriculture et en viticulture. En fait, c'est la bouillie bordelaise. Enfin, c'est les techniques ancestrales que derrière le bio, il y avait quand même la volonté de revenir aux sources dans les techniques, etc. Donc, en fait, on utilise le sulfate de cuivre comme fongicide et également le soufre, notamment on en met dans le vin pour le rendre plus stable dans le temps. Donc ça, c'est des techniques ancestrales. Alors après, il faut respecter là aussi des doses. Il y a des pratiques qui sont réalisées. Bon,
Si on respecte les dosages, il Il n'y n'y a a pas de pas de danger souci. Parce qu'il est établi qu'une plante non protégée peut être attaquée par des insectes qui vont perforer les parois des feuilles et des tiges, qui permet le développement de certains champignons, ce qui peut impacter les cultures bio. Alors, dans l'agriculture conventionnelle, on utilise beaucoup de fongicides. Donc ça prévient effectivement l'apparition de champignons qui peuvent produire des toxines qu'on appelle des mycotoxines. Donc quand on utilise des fongicides, forcément on éradique ce Ouais. risque-là. Les mycotoxines sont toxiques pour l'organisme humain. On s'est posé la question dans le bio, puisqu'on n'utilise pas de fongicides, s'il pouvait y avoir une plus grande prévalence des mycotoxines. En fait, les études ne sont pas non plus très sûres là-dessus. C'est plutôt des conditions de production et climatiques qui vont jouer sur l'apparition de mycotoxines. Mais pour l'instant, c'est absolument pas néfaste sur la santé, c'est clair. Mais il faut le savoir. Voilà. Disons que quand on dit bio, c'est pas tout est formidable non plus. C'est un risque qui a été analysé. Et après, on a considéré que au jour d'aujourd'hui, il n'y avait pas de risque avéré pour la santé. Voilà. Alors, consommer bio, c'est consommer autrement, naturellement, comme Laurie, on va le voir, qui est une adepte des cabas bio. Alors, je suis abonnée au Biocaba depuis 1 an et donc je reçois mon Biocaba tous les mardis après le travail. Les heures d'ouverture sont assez larges pour certains relais. En fait, on peut choisir son relais. Et du coup, ensuite, après le boulot, je prends ma petite voiture et puis je vais chercher mon Biocaba et je le ramène chez moi pour me faire un petit plat. C'est pratique parce que moi, personnellement, j'ai pas le temps le week-end d'aller faire les marchés, de récupérer des bons fruits et légumes. Et du coup, j'ai mon cabas tout prêt à disposition 1 fois par semaine. Et j'ai au moins l'assurance de manger des bons légumes toute la semaine. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Aujourd'hui, dans mon biocaba, j'ai eu une laitue pour faire une salade. J'ai eu un pâtisson que je vais essayer de cuisiner. Et ensuite, j'ai eu des carottes jaunes et noires. Donc ça va être sympa pour faire une petite salade avec des tomates aussi également. On ne sait pas ce qu'on va avoir, donc du coup on reçoit un petit livret où il y a des recettes, donc on peut faire une recette en fonction des produits qu'on a dans son cabas. On est toujours étonné, on a toujours la découverte, c'est un peu un panier surprise, et tous les mardis j'ai ma petite surprise, je découvre les légumes que je vais faire cette semaine. Ces légumes, qu'est-ce qu'ils ont de particulier ? D'abord ils sont bio, et surtout c'est des légumes qui viennent de la région. Donc c'est des producteurs locaux, donc je fais un mini geste pour l'environnement parce qu'il y a moins de pollution, gaz carbonique avec le transport. Et c'est l'assurance de manger des légumes de saison toute l'année et des bons légumes, surtout des légumes qui ont bon goût. Quand il y a un légume que j'aime pas, j'essaye quand même de goûter. Et si vraiment ça passe pas, en général ce que je fais c'est que je le laisse au bureau avec une petite étiquette servez-vous, et puis il y a toujours quelqu'un qui est ravi de le récupérer. Non, c'est pas répétitif parce que chaque semaine, il y a quand même si je peux retrouver toujours la pomme de terre, il y a quand même toujours un nouveau légume que j'ai pas forcément eu la semaine d'avant. Donc du coup, ça permet quand même de varier et de faire de la pomme de terre avec un autre légume de saison. Et puis la semaine suivante, ce sera la pomme de terre avec encore un autre. Donc on arrive toujours à trouver un petit moyen en fait de trouver une autre recette. C'est assez économique parce qu'on a quand même un grand panier, on a l'impression c'est des portions généreuses. Et au moins on sait que pour 10 € par semaine, pour 2 personnes, on a nos légumes pour la semaine. Donc c'est assez économique. Comment je ferais si ça n'existait pas ? Je pense que je resterais toujours en supermarché, même si effectivement on sait que c'est pas forcément bio, on sait pas d'où ça vient. Les légumes sont peut-être passés en congélateur, donc le goût est moins là. Donc on serait toujours en supermarché, mais pas forcément ravis de nos achats. Philippe, le goût revient beaucoup dans ce reportage. C'est quand même aussi un des atouts du bio. Alors, moi je pense que, alors sur le goût, bon, c'est pas forcément lié au caractère biologique, c'est plutôt lié aux pratiques de production en fait, parce que souvent c'est associé à une agriculture beaucoup moins intensive, où les temps d'élevage ou les temps pour que les légumes poussent sont plus longs, et donc on peut avoir des qualités organoleptiques qui sont améliorées. Il y a aussi la proximité, c'est-à-dire en fait dans les filières de l'agriculture conventionnelle, on cueille souvent les légumes ou les fruits assez verts parce que y a toute une filière qui fait que pour que ça arrive au consommateur à peu près en bon état, ça va être important que ce soit
Ouais. cueillis verts. Voilà. Est-ce que c'est pas juste un phénomène de mode, le bio? Parce que quand on sait que 3,7% des surfaces agricoles en France sont bio, c'est tellement peu. Alors, ça s'est beaucoup développé, hein, parce qu'entre 2007 et 2012, ça a doublé, hein, l'incidence du bio, hein, que ce soit en nombre d'hectares, en nombre d'exploitations consacrées au bio, ça a doublé. Alors, moi, je ne crois pas que c'est un phénomène de mode, parce que je pense que les consommateurs, euh, plus les pays se développent, plus ils sont sensibles au risque. Et le risque, le pire pour un consommateur, c'est le risque induit par son alimentation. Oui, on l'a vu avec les scandales à Voilà. répétition, viande Et de donc, cheval. cette sensibilité-là, liée au fait aussi que y a quand même une espèce de crainte vis-à-vis du progrès technique qui se généralise, fait que, à mon avis, c'est pas simplement un phénomène de mode. Ouais, parce que, excusez-moi de vous interrompre, il y a beaucoup de gens qui vont se déculpabiliser en achetant du bio dans les hypermarchés, les hard discount, où le bio devient un véritable créneau. Qu'est-ce que ça vaut, ce bio-là? Bah, en fait, le bio, quand il est assis sur des labels qui sont reconnus, ça veut dire qu'on obéit à des cahiers des charges. Donc, des cahiers des charges, notamment celui AB, là, celui qui est bien connu en France, ou le label européen qui a unifié en fait l'agriculture biologique à l'intérieur de l'Union européenne. C'est des labels qui sont assis sur des cahiers des charges extrêmement rigoureux et sévères. Alors, donc c'est positif. On peut acheter du bio. Enfin, vous ne déconseillez pas le bio dans les hypermarchés. Non, non. Alors, la seule question que ça pose, c'est sur d'autres piliers du développement durable. C'est-à-dire, est-ce que ça a du sens d'acheter des bananes qui viennent de Guadeloupe, par exemple, sachant qu'elles ont voyagé la banane, on n'en produit pas en Lorraine, on a du mal, donc ça, c'est moins problématique. Non, je dirais, par exemple, de l'huile de palme bio, ça pose d'autres questions, parce que c'est pas bon pour la biodiversité, c'est des transferts, enfin des achats qui sont lointains, donc voilà, ça pose d'autres questions. Je pense que l'enjeu, c'est quand même d'avoir du bio le plus local possible, qui produise des emplois dans nos régions. Voilà, c'est ça l'enjeu essentiel. Et je pense que il faut, parce que chez les économistes, on analyse des motivations égoïstes chez les consommateurs du bio ou des motivations altruistes. C'est plus important d'avoir des motivations altruistes pour le développement durable. Parce que quand même, en termes de développement durable, il y a des impacts sociaux qui sont positifs. L'agriculture biologique, elle est plus intensive en emploi. Il y a une étude anglaise qui dit, par exemple, 30% de plus d'emplois en moyenne dans les exploitations bio que les exploitations conventionnelles. Je crois plus que notre responsabilité sociétale, par exemple en Lorraine, c'est qu'il y ait plus d'emplois de proximité. C'est clair. Et voilà, du bio local, c'est quelque chose qui contribue au développement durable. Bon, en tout cas, merci beaucoup Philippe d'avoir été avec nous sur ce plateau. On arrive déjà au terme de cette émission. Demain, nous nous poserons la question de savoir s'il faut ou non se faire vacciner. Nous recevrons le professeur Rabot du CHU de Nancy pour répondre à cette question que beaucoup d'entre nous se posent également. Tout de suite, votre édition de l'emploi, puis votre flash d'info. Très belle matinée à vous. Salut et à demain. Pour en savoir plus ou revoir